This is just an ordinary civilian uprising. It's not a military coup, not a military situation. Ordinary people uprising, trying to bring fair play and justice. And what if he doesn't? We'll kill him. If he doesn't give himself up, which means that he wants to fight, we'll kill him. Charles Taylor has no right to ask my resignation. We have a government that was duly elected by the people of this country. And anything that has to do with resignation must come from the people themselves and not Mr. Charles Taylor. So to answer your question, I'm not going to resign. I was there when the Capitol though, they arrested him, you know. Well, what did he say then? He was saying that, you know, I thought we came for peace. You know, we need peace. And he's saying to Joman, one of the top, the head man for President Johnson, he said, yeah, Joman, you remember when I took you off from jail? You know, and he was saying some sorry thing, you know, so that they can let him go. But at that time, it was too late. You know, all his men was disarmed, you know, and Prince Johnson man was in control. Dans cette vidéo, nous nous plongeons sur l'histoire de l'une des dictatures les plus effroyables de l'histoire de l'Afrique de l'Ouest, celle de Samuel Doe au Libéria. Le Libéria est une nation qui a un parcours atypique. C'est l'une des nations qui peut se vanter de n'avoir jamais été colonisée. C'est l'une des nations qui a connu malheureusement durant les années 90 et 2000 une guerre civile sanglante. C'est l'une des nations qui a aussi connu une première femme présidente. Et c'est l'une des nations qui a connu même un président qui était auparavant un ancien footballeur professionnel. Mais aujourd'hui, nous allons nous plonger dans l'histoire la plus sombre de ce pays, le régime du président Samuel Doe. Arrivé au pouvoir en 1980 par un coup d'État salué par une grande partie de la population, cet homme s'est rapidement transformé en un tyran redouté. Sous son règne, des guerres tribales éclatent, des massacres sans nom sont perpétrés et le pays sombre petit à petit dans une guerre civile. D'autres nations comme les États-Unis, les pays voisins et même la CEDEAO vont intervenir et vont malheureusement aggraver la situation à leur manière. Samuel Doe n'est pas seulement connu pour sa dictature impitoyable, il est aussi connu pour sa fin tragique, car après plus de 10 ans de règne, le 9 septembre 1990, le président sera alors arrêté par un groupe rebelle, ligoté, torturé avant d'être exécuté. Son corps a ensuite été transporté dans toute la capitale, Monrovia. Je vous prie de rester scotché sur votre écran, car l'histoire du Libéria et de Samuel Doe, autrefois acclamé puis devenu le cauchemar de cette même population, c'est maintenant. Nous sommes alors au XVIIIe siècle. À cette époque, l'esclavage commence à être aboli aux États-Unis et dans la Caraïbe. Les populations noires qui étaient auparavant esclaves commencent à être libres de plus en plus. Et à ce moment-là, certains dirigeants américains pensent qu'il serait mieux, selon eux, que ces noirs-là pourraient ou devraient retourner en Afrique sur la terre de leurs ancêtres. Car il faut savoir que certains dirigeants américains pensent cela de façon humaniste. Parce que les noirs qui sont certes libres, ils subissent la ségrégation raciale, ils subissent des discriminations. Du coup, selon eux, par humanisme, il serait mieux que les Africains retournent en Afrique, comme ça ils vivraient mieux. D'ailleurs, cette pensée n'était pas seulement partagée par les humanistes, même les dirigeants américains qui étaient pour l'esclavage, qui étaient racistes, se disaient qu'il serait mieux que les Afro-Américains puissent aller en Afrique parce que ils ont peur par le nombre et qu'un jour ou l'autre, peut-être que les Afro-Américains pourraient se venger et se révolter. Du coup, selon eux, pour réduire leur nombre, pour que ce soit plus contrôlable, entre guillemets, il ferait mieux de les expédier en Afrique.
Résultat, l'ACS, l'American Colonization Society, va être créée et ils vont acheter des bateaux et des Afro-Américains, des Afro-Caribéens seront alors envoyés en Afrique de l'Ouest. Et l'American Colonization Society, ACS, va alors acheter des terres. En tout cas, c'est la version officielle, parce que sur ces terres-là, il y avait d'autres dirigeants, d'autres peuples africains. Et selon certaines sources, ils les auraient achetés, mais selon d'autres sources, ils les auraient pris par la force. Et finalement, au fur et à mesure du temps, le territoire de l'actuel Libéria sera alors conquise par l'ACS. Très rapidement, les Afro-Américains vont alors venir sur cette terre et ils vont y habiter. Une ville sera alors créée qui se nomme aujourd'hui Monrovia. Monrovia qui est la capitale du Libéria qui se trouve sur la côte, ce qui n'est pas un hasard. 30 familles afro-américaines s'installent. Alors au début c'est assez compliqué, beaucoup meurent de maladies, mais ils vont réussir quand même à bien s'enraciner dans ce territoire. Puis en 1848, les Afro-Américains vont alors créer un gouvernement et ils déclarent l'indépendance du Libéria. Alors, au niveau du Libéria, nous allons parler de quelques caractéristiques. Tout d'abord, le Libéria, en tant que pays, est une pure et pâle copie des États-Unis parce que sur le plan du système politique, c'est un copier-coller parce que on a un président, on a des élections, on a des députés. Sur le système au niveau de la gouvernance, c'est un système calqué sur le modèle américain. Le drapeau du Libéria, c'est une pure et pâle copie du drapeau américain avec moins d'étoiles. Et même la capitale, Monrovia, est un honneur au 15e président américain qui s'appelait James Monroe. Monrovia. Mais malheureusement, ces Afro-Américains vont aussi recopier une autre chose, la ségrégation raciale. Et là, vous allez me dire, mais comment ? Parce que ce sont tous des Africains, les Afro-Américains, et les populations africaines qui sont dans le territoire de l'actuel Libéria, c'est le même peuple. En fait, en réalité, les Américains qui étaient venus au Libéria avaient d'autres idées derrière la tête. C'était pas simplement un projet humaniste. Ils avaient l'envie de coloniser des territoires, d'exploiter des ressources qui pourraient être présentes dans cette région. Résultat, les Américains vont dire clairement aux Afro-Américains qu'ils sont supérieurs, qu'ils sont plus intelligents, plus beaux. Bref, ils vont leur calquer à travers l'éducation l'idée totalement farfelue que les Afro-Américains sont des êtres supérieurs, en tout cas que ce sont des Noirs supérieurs aux autres Noirs qui habitent sur le territoire libérien. Et des populations autochtones qui habitent au Libéria, il y en a plein. On a des populations comme les Krans, les Grebo, les Djio, les Mano. D'ailleurs, ces peuples sont majoritaires. Ils forment 95% de la population et seulement 5% de la population libérienne au total, ce sont les Afro-Américains. Et avec cette éducation, ils vont croire, les Afro-Américains, qu'ils sont supérieurs. Du coup, ils vont alors créer un État limite ségrégationniste. Les Afro-Américains qui vont s'appeler les Américano-Libériens vont s'accaparer, vont monopoliser toutes les richesses, ils vont monopoliser le pouvoir politique, donc du coup le pouvoir politique et économique, ils le contrôlent. 5% de la population contrôle toutes les richesses et le pouvoir, ce qui est totalement inégalitaire. Et en plus de cela, les Afro-Américains vont gouverner le pays pendant plus de 100 ans. De 1848 à 1980, ce sont les Afro-Américains qui gouvernent le pays à travers un seul parti politique, The True Whig Party. Je ne sais pas comment traduire tout ça. Whig, ça veut dire perruque. The True, le vrai. Party, parti. Du coup, la vraie perruque du parti. Est-ce que Whig veut dire autre chose que perruque ? Dites-le moi dans les commentaires. Bref, les Afro-Américains vont gouverner le pays pendant 100 ans. Et les populations autochtones vont subir la discrimination, ils vont être rejetés de la société. Il faudra attendre 1944 pour qu'un autre président, William Tubman, un Afro-Américain, prenne le pouvoir. Et ce dernier va alors tenter de changer les choses, de réduire les inégalités entre les Afro-Américains, les Américanos et les populations autochtones qui sont appelées péjorativement les natifs. Il va d'ailleurs être le premier président libérien à visiter l'intérieur du pays. Oui, vous avez bien entendu, de 1848 à 1944, aucun président libérien n'étaient rentrés à l'intérieur des terres. Ils étaient tous situés sur la capitale, sur la côte, dont la capitale Monrovia, qui était construite et contrôlée par les Américanos.
À travers ce voyage, William Tubman souhaite réduire les inégalités. Il va d'ailleurs faire des réformes. Il va construire l'aéroport de Monrovia. Sous son règne, il y aura des routes et des chemins de fer qui seront construites. La production de diamants, d'or, de bois va alors tripler, ce qui va permettre au pays de se développer. Bref, William Tubman est considéré comme le père du Libéria moderne. Après sa mort en 1971, un autre William Tolbert, lui succède. Il va lui aussi tenter de changer les choses, mais malheureusement, William Tolbert sera très vite détesté par toute la population parce que les Américanos pensent que le président va trop vite dans ses changements, dans ses réformes. Les populations autochtones qui sont majoritaires disent que William Tolbert est certes gentil, mais en tout cas, il est trop lent. Ils souhaitent qu'il aille plus vite dans ses réformes. Bref, le monsieur n'arrive pas à convaincre. Puis en 1979, à la suite du prix du riz, qui est l'alimentation principale des Libériens, qui a augmenté, les populations libériennes manifestent. Elles seront alors massacrées par la répression. 49 d'entre eux seront tués en 1979 par l'armée libérienne. Et un an plus tard, un coup d'État renverse le président William Tolbert. Et cet homme qui va faire ce coup d'État n'est autre que Samuel Doe. Mais qui est Samuel Doe? Le 9 mai 1951, Samuel Canyon Doe naît à Tuzon, dans un petit village du comté d'une région qui se nomme le Grand Guédé. Il est issu d'un peuple qu'on appelle les Crânes, qui font partie des populations autochtones du Libéria. Du coup, Samuel Doe n'est pas un Americano. À 16 ans, il termine ses études primaires et il va ensuite intégrer un collège baptiste à Zedrou. 2 ans plus tard, il rejoint les forces armées du Libéria dans l'espoir de pouvoir avoir une bourse pour continuer ses études à Kakata. Mais finalement, il sera relégué à des tâches militaires. Au cours des années suivantes, il va occuper plusieurs postes, notamment dans une école militaire et à la tête de garnison et de prison à Monrovia, la capitale libérienne. D'ailleurs, durant le même temps, il va finir ses études secondaires par correspondance. Et le 11 octobre 1979, il est nommé sergent-chef de l'armée libérienne. D'ailleurs, il sera formé par les bérets verts américains. Retenez ça parce que cela va jouer un grand rôle dans cette histoire. Samuel Doe est alors un sergent-chef, mais le souci c'est que durant sa vie, il a connu la discrimination que son peuple, parce qu'il est un autochtone. Du coup, il a connu la discrimination qu'il subissait par rapport aux Américanos libériens. Et ça, Samuel Doe a créé en lui une haine envers les Américanos. Et on peut dire que cette haine, cette envie de vengeance, c'est sans doute cela qui va le pousser à faire ce qu'il va faire le 12 avril 1980. Le 12 avril 1980, Samuel Doe, accompagné de 15 soldats, il va décider de faire un coup d'État accompagné de ses hommes. Il est à la tête de ce coup d'État et une fois pris le contrôle de la capitale, il va alors aller à l'Executive Mansion, le palais présidentiel, et ils vont l'encercler. Ils vont rentrer dedans et ils vont aller au 8e étage, puis ils vont réussir à rentrer dans la chambre du président libérien William Tolbert, qui est un Afro-Américain. Au lieu d'emprisonner le président ou de le condamner à l'exil, Samuel Doe et les autres militaires vont assassiner le président. Ils auraient pu se contenter de l'assassiner, ils vont l'assassiner, ils vont ensuite le dépecer et ils vont après prendre son corps et le jeter par-dessus bord, par-dessus le 8e étage. Et il sera ensuite enterré dans une fosse commune. De plus, le fils de William Tolbert, Adolphus Tolbert, sera alors capturé à l'ambassade de France. Il sera attaché, mis dans un avion et il sera jeté par-dessus bord. Vous avez bien compris, par-dessus bord. Et ce n'est pas tout. Tous les ministres, tous les proches du président William Tolbert seront arrêtés, déshabillés, connaîtront un procès expéditif. Ils seront humiliés, obligés de traverser toute la capitale, Monrovia, tout nus, avant d'être exécutés en étant attachés sur des poteaux
sur la plage de la ville de Monrovia. Monsieur Samuel Canyon Doe est devenu président du Libéria. Il est le 21e président libérien. Et on peut dire que, en arrivant au pouvoir, il suscite un espoir pour les populations, car l'arrivée au pouvoir de Samuel Doe, qui n'est pas un Américano, c'est un autochtone, ça marque la fin de plus de 130 ans de domination des Afro-Américains. Et les populations autochtones sont toutes contentes. Pour une fois, un de nos proches, un des nôtres est au pouvoir. Nos conditions vont changer. Et Samuel Doe devient, du jour au lendemain, très populaire au sein des populations. D'ailleurs, ce dernier va faire des promesses. Il promet que d'abord, il est là de façon transitoire. Il va redonner le pouvoir aux civils. Il promet d'instaurer la démocratie. Il promet de mettre fin à la corruption. Il promet aussi de redynamiser l'économie du pays. Bref, tout est magnifique. Et certes, Samuel Doe a beau être un président sanguinaire, un assassin, un criminel, mais il n'était pas non plus stupide, parce que déjà qu'il est jeune, il n'a que 29 ans. D'ailleurs, tous les soldats qui ont aidé Samuel Doe à prendre le pouvoir ont plus ou moins son âge. Du coup, le fait qu'il ait que 29 ans, qu'il prenne le pouvoir, cela vous montre qu'il est très intelligent, cela vous montre aussi qu'il a des capacités de leadership, et les quelques fois où il a dû témoigner ou faire des interviews, il a montré qu'il était un président sérieux qui souhaitait développer le Libéria. En tout cas, selon sa prestance, il représentait un espoir. And our foreign friends got a way of telling our people that we cannot grow rice, that rice cannot grow on our soil, which is very false. And so I can remember in the late 60s or early 50s, our people used to get preserved from Monrovia. Everything that they eat, they grow themselves. But now that they get the motor rule, everybody want to be in Monrovia. They don't want to work on a farm. So our people begin reluctant. They all depend on Pusawa. So the only thing to do is to continue to appeal to our people that to grow food is good, and so we should continue to encourage them until we can realize that the food is important for any development. Without food, nothing you can do. Even if you get money, if you can't get rice to buy, I bet you now in Monrovia, no rice, you can take your pay. You can't eat $5 coin, nothing you can do it. And so it's better that we produce food so that we can be able to support other nations as well. But we should not depend on Pusawa every time. Malheureusement, dans beaucoup de vidéos que je vais faire sur l'histoire des pays africains, le scénario sera un peu la même chose. Le début est magnifique, le milieu est bizarre, puis la fin est très catastrophique dans certaines histoires. Pour celle de Samuel Doe, ce sera pareil. Parce que au départ, il va faire des promesses, mais il va pas les tenir. Puis au fur et à mesure du temps, il va commencer à monopoliser le pouvoir. Il va commencer aussi à faire une purge au sein de l'armée. Plein de militaires, dont certains qui l'avaient aidé à prendre le pouvoir, seront arrêtés et exécutés, sous prétexte qu'ils pourraient être des dangers pour le gouvernement. Bref, Samuel Doe commence à succomber au goût du pouvoir. Il va alors créer une dictature. Il est d'ailleurs très paranoïaque, puisqu'il va faire des répressions, des purges. Bref, le monsieur ne fait plus confiance à personne. Résultat, la répression contre les journalistes, contre les personnes qui pourraient être des ennemis ou pas. Plein de gens seront arrêtés et les plus chanceux seront juste mis en prison. Les moins chanceux seront exécutés. Samuel Doe va commencer à arrêter toutes les personnes qui vont le critiquer réellement. Bref, c'est un régime de la terreur qu'il met en place au Libéria. Et ça, les populations libériennes sont furieuses. Elles voient que leurs conditions de vie ne changent pas. Que en réalité, rien n'a changé, c'est juste qu'il y a un autochtone qui est arrivé au pouvoir. Et d'ailleurs, la corruption va alors remonter en flèche. Samuel Doe va commencer à s'enrichir sur le dos de sa population. Il va prendre l'argent du pays, il va s'acheter des jets privés, il va s'acheter des résidences secondaires dans le New Jersey, il va avoir des banques en Suisse, bref, il aura des comptes bancaires à l'étranger. Bref, c'est un système de corruption qui s'installe.
Mais Samuel Doe est, comme je vous l'ai dit, intelligent. Et il sait que dans sa situation, il pourrait être renversé. Résultat, il doit faire une alliance. Il doit s'allier à des pays pour maintenir son pouvoir. C'est ainsi qu'au début des années 80, Samuel Doe va alors se rapprocher des Américains. Il va d'ailleurs rendre visite au président américain de l'époque, Ronald Reagan, et la visite sera excellente. Samuel Doe va dire que Ronald Reagan est un très bon président, que les États-Unis c'est le meilleur pays du monde. Ronald Reagan dira que Samuel Doe est un très bon président africain. Bref, c'est l'amour fou entre les États-Unis et le Libéria. Samuel Doe va alors accepter que les Américains installent des bases militaires au Libéria. Il va accepter l'instauration de la chaîne de télévision Voice of America, qui aura pour but de proliférer les idées pro-américaines. Et il va aussi accepter, pas la construction, mais en tout cas il va accepter l'agrandissement de l'ambassade américaine qui va devenir une antenne de la CIA en Afrique noire. D'ailleurs, depuis le Libéria, les Américains, à travers leur ambassade et leur base, étaient capables d'espionner toute l'Afrique. Je dis bien toute l'Afrique. D'ailleurs, Samuel Doe va se présenter comme un président anticommuniste et il va aussi accepter que les Américains utilisent gratuitement l'aéroport de Monrovia pour y mettre leurs avions de guerre pour le ravitaillement. Il va accepter que les Américains utilisent le port de Monrovia, le port en eau profonde, pour pouvoir ravitailler leurs navires. Bref, Samuel Doe va être très proche des Américains. Il va s'avérer être un allié fidèle des Américains. D'ailleurs, ça tombe bien parce que Ronald Reagan, qui a été fraîchement élu, il a un de ses slogans est « America is back ». Il souhaite que les États-Unis deviennent la première puissance mondiale. Il souhaite que les États-Unis reviennent au premier plan. Parce que quand même, avant que Reagan arrive au pouvoir, les États-Unis, leur image était vraiment désastreuse. Ils avaient perdu la guerre du Vietnam, il y a eu le Watergate. Bref, les États-Unis avaient perdu beaucoup d'influence. Et à ce moment-là, l'Union soviétique, la Chine communiste, était en train de prendre de l'élan dans le monde. Bref, Reagan va alors décider de combattre le communisme tout en se rapprochant, bien entendu, d'alliés. Et Samuel Doe et son régime va devenir l'une des pièces maîtresses du gouvernement américain pour combattre le communisme en Afrique. D'ailleurs, Samuel Doe n'est pas le seul président à avoir ce rôle d'être un gendarme pro-américain. Il y a aussi Mobutu, président du Congo, qui est lui aussi un gendarme pro-américain. Il y a aussi le président tchadien Hissène Habré. Il y a Hosni Moubarak en Égypte. Bref, pour vous dire que Samuel Doe n'est pas le premier ou dernier président à avoir ce rôle de gendarme pro-américain. Et Samuel Doe va aller plus loin. Il va d'ailleurs rompre ses relations diplomatiques avec l'Union soviétique. Il va rompre ses relations diplomatiques avec des pays nationalistes et révolutionnaires et anti-américains, comme la Libye de Kadhafi, comme la Somalie, comme le Soudan. Bref, le monsieur va vraiment faire des actions supplémentaires pour montrer son amour aux États-Unis d'Amérique. Et les Américains, pour le féliciter, le récompenser pour ses beaux et loyaux services, ils vont lui donner une aide économique. 500 millions de dollars sera donné au Libéria. Ils vont d'ailleurs donner à Samuel Doe la protection de la CIA. Et quand vous êtes protégé par la CIA, franchement, vous pouvez dormir tranquille. Mais Samuel Doe ne fera pas que rompre des relations, etc. Non. Il va aussi soutenir des groupes rebelles africains anticommunistes. Par exemple, en Angola, il y a une guerre civile entre le gouvernement communiste angolais et des rebelles anticommunistes qui se nomment l'UNITA. L'UNITA qui est dirigée par Jonas Savimbi, un leader angolais anticommuniste. Les Américains vont décider de financer ce monsieur, mais de façon indirecte. Ils vont donc vendre des armes à Samuel Doe, qui va lui les remettre à l'UNITA, à ce groupe rebelle anticommuniste. D'ailleurs, il y a d'autres exemples similaires. En tout cas, Samuel Doe a le soutien des Américains, mais il va aller plus loin. Il va se rapprocher d'Israël. D'ailleurs, Samuel Doe sera le premier président africain à rompre l'embargo contre Israël, parce qu'en 1973, les pays africains, pour condamner Israël pour sa colonisation des territoires palestiniens, tous les pays africains avaient décidé de rompre leurs relations avec Israël. Samuel Doe, en venant en Israël, décide de casser cet embargo africain contre Israël. D'ailleurs, les Israéliens vont même former sa garde présidentielle. Samuel Doe va aussi se rapprocher d'un autre pays, le Nigeria. Le Nigeria qui est un pays très puissant et riche en Afrique de l'Ouest. Et Samuel Doe va alors se lier d'amitié avec le président du Nigeria, un militaire qui a pris le pouvoir. Il se nomme Ibrahim Babangida. Bref, Samuel Doe a le soutien des Américains,
il a le soutien d'Israël, il a le soutien du Nigeria. Quoi demander de mieux? On pourrait se dire que voilà, Samuel Doe va rester au pouvoir jusqu'à ce qu'il soit fatigué et qu'il parte. Eh bien, non, les choses vont être beaucoup plus compliquées parce que le régime de Samuel Doe, qui est corrompu, qui est dictatorial, qui est sanguinaire, Samuel Doe va alors susciter une impopularité grandissante au sein de la population. Les populations souhaitent en finir avec ce régime. Résultat, Samuel Doe, sous la pression américaine, sera alors obligé de faire des élections pour un peu calmer la situation. Résultat, en 1985, a lieu les premières élections démocratiques au Libéria. Ces élections sont organisées et Samuel Doe va alors gagner ces élections avec 51% des suffrages. Mais bon, personne n'est dupe, ces élections c'est de la tricherie. Et Samuel Doe a oublié une chose, les opposants. Parmi les opposants, il y avait des personnes très sérieuses, notamment une personne, Ellen Johnson Sirleaf, qui va devenir la principale opposante du gouvernement Doe. Ellen Johnson Sirleaf, ce n'est pas n'importe qui. Son ancêtre était un ancien président du Libéria. Cette femme a étudié aux États-Unis. Cette femme a été d'ailleurs l'une des ministres, en tout cas elle faisait partie du gouvernement de William Tolbert. Bref, ce n'est pas n'importe qui et elle jouit d'une très grande popularité. Samuel Doe ne va pas se fatiguer, il met en prison Madame Johnson Sirleaf et il va la condamner à 10 ans de prison. Mais bon, il va la libérer plus tard parce que Ellen Johnson Sirleaf n'est pas n'importe qui parce qu'elle est aussi proche, comme Samuel Doe, des Américains. Mais ça, on y reparlera plus tard dans une vidéo consacrée à elle. Bref, Samuel Doe a remporté ces élections, mais malheureusement, cette élection truquée ne va pas améliorer la situation. Clairement, les Libériens voient que cette démocratie c'est une fausse, c'est un canular. Et d'ailleurs, au sein même des proches du président, il y a des personnes qui ne sont pas contentes de la situation. Et parmi les proches du président, on a un homme, monsieur Thomas Kiwampa. Thomas Gankama Kiwampa, c'est son prénom complet, était un ancien militaire. C'était un militaire qui a aidé Samuel Doe à prendre le pouvoir. Il va être nommé ministre, en tout cas il va devenir général de l'armée libérienne et il va d'ailleurs avoir pour rôle de diriger l'armée libérienne. Cependant, au fur et à mesure du temps, des tensions vont apparaître entre lui et Samuel Doe. Thomas Kiwampa va critiquer le gouvernement pour sa corruption, pour sa mauvaise gestion, mais aussi que Thomas Kiwampa, sur le plan ethnique, c'est un Jio. Or, Samuel Doe est un crâne. Et Thomas Kiwampa accuse Doe de trop mettre en avant sa tribu, de trop mettre en avant son ethnie et de défavoriser les autres populations du Libéria, dont son ethnie, les Jio. Bref, des tensions apparaissent et finalement Thomas Kiwampa va fuir. Il va aller aux États-Unis et il va être accompagné par un autre opposant de Samuel Doe, un certain Prince Yomi Johnson. Mémorisez bien ce prénom, Prince Johnson. Et aux États-Unis, il va alors se rapprocher de d'autres opposants, notamment Charles Taylor. Et en 1985, avec le soutien de la Côte d'Ivoire du président ivoirien Félix Houphouët-Boigny, Thomas Kiwampa tente un coup d'État. Il va alors arriver à la capitale, il va alors capturer la radio, il va arrêter le ministre de la Défense, le vice-ministre de la Communication et d'autres ministres. Bref, il va d'ailleurs faire un communiqué comme quoi c'est lui le nouveau président. D'ailleurs, Thomas Kiwampa va même, avec ses hommes, lancer un assaut sur l'Executive Mansion, le palais présidentiel. Samuel Doe y réside, mais le président libérien va réussir à résister aux assauts car il est protégé par sa garde présidentielle qui est très bien armée, très bien équipée, notamment par l'aide des Israéliens qui ont formé sa garde. Très rapidement, les troupes de Samuel Doe, formées par les Israéliens, ce dernier qui va recevoir en plus l'aide de la CIA, Samuel Doe lance une contre-offensive et va réussir à éliminer le soldat de Thomas Kiwampa. Et dans la foulée, Thomas Kiwampa est capturé. Histoire de donner un message très clair à toutes les personnes qui oseraient ou qui auraient l'idée même de renverser ou d'attaquer le président, Samuel Doe va décider d'ordonner l'exécution de Thomas Kiwampa. Thomas Kiwampa est exécuté. Il sera ensuite dépecé. Certaines parties de son corps sont coupées, mangées par les soldats de Samuel Doe.
Oui, je ne rigole pas, le cannibalisme au Libéria, c'est une réalité, ce n'est pas un mythe. Et le reste, en tout cas le reste du corps, sera alors entreposé à l'air libre, histoire de donner un message fort. Mais ce n'est pas tout, parce que dans d'autres régions du Libéria, des populations libériennes vont faire des manifestations, vont être très contentes parce qu'elles vont croire que le dictateur Samuel Doe a été renversé. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. Samuel Doe, craignant qu'une révolution n'éclate, va décider d'envoyer ses soldats et ses troupes vont commettre un massacre indescriptible. 7000 à 10 000 personnes seront tuées. Et d'ailleurs, on appelle même ce massacre un nettoyage ethnique. Car il faut savoir que les populations qui étaient contentes, elles étaient issues de deux peuples, les Djio et les Mano. Or, Thomas Kiwampa est issu d'une ethnie, les Djio. Dès cet instant, Samuel Doe va commencer à avoir une politique très tribaliste, car il va commencer à favoriser son ethnie principale. Il va favoriser les crânes dont il est issu. Les crânes vont occuper des postes importants dans le gouvernement. Samuel Doe va favoriser excessivement sa tribu, les crânes, et les autres peuples, les Djio, les Mano, les Grebo, enfin bref, tous ce qui ne sont pas des crânes seront discriminés, seront limite, ils seront mis au banc de la société. D'ailleurs, de temps en temps, les soldats de Samuel Doe vont terroriser, vont massacrer ces populations. Et cette situation de tension interethnique va avoir des conséquences parce qu'elles vont provoquer la chute du président Samuel Doe. 10 ans de stagnation qui se sont terminés tragiquement. Tel a été le règne ubuesque du sergent Doe à la tête du petit Libéria. Dans son livre Eben, le journaliste polonais Richard Kapuscinski en trace le portrait suivant. En fait, il ne sait pas comment gérer son rôle de président. Comme il a un visage puéril et joufflu, il s'achète de grandes lunettes avec une monture en or afin d'avoir l'air sérieux et riche. De tempérament plutôt paresseux, il passe des journées entières dans sa résidence à jouer aux dames avec ses sujets. Il passe aussi beaucoup de temps dans la cour où les épouses de sa garde présidentielle préparent à manger sur des feux et font la lessive. Il leur fait la conversation plaisante, de temps en temps, en prend une dans son lit. Perdu, ne sachant pas comment échapper à la vengeance des victimes de ces massacres, il ne trouve qu'une issue, s'entourer d'hommes de sa tribu, les crânes, qu'il fait venir en masse à Monrovia. Bon, parlons de la chute du président libérien. Alors, certes, Samuel Doe a peut-être été déstabilisé par ce coup d'État de 1985, mais de toute manière, il est au pouvoir, il est soutenu par plein de pays. Du coup, pourquoi il tomberait ? En réalité, il va chuter très vite parce que en 1989, 4 ans plus tard, les choses changent. C'est la fin de la guerre froide. Et Samuel Doe, qui était auparavant utilisé par les Américains comme un allié anticommuniste, au final, il n'a aucune utilité parce que le communisme, il va disparaître. L'Union soviétique va disparaître. Dès cet instant, Samuel Doe ne sert plus à rien à l'Occident, aux Américains. Et de plus, en 1989, arrive au pouvoir un autre président, M. George Bush père. Et George Bush père, clairement, va faire comprendre à Samuel Doe que il ne va plus le soutenir en fait. En tout cas, les Américains ne vont plus soutenir autant le régime libérien qu'il le faisait auparavant. Et ça, Samuel Doe, il n'est pas très content. D'ailleurs, les Américains demandent à Samuel Doe de rembourser ses dettes parce que les Américains avaient donné beaucoup d'argent au Libéria et ils attendent bien entendu un remboursement. Une dette, tu rembourses. Mais Samuel Doe va refuser de rembourser et d'ailleurs, les Américains, pour le forcer à rembourser, George Bush père va alors envoyer au Libéria une équipe d'experts pour auditer, pour vérifier les dépenses du gouvernement Doe. Comme par hasard. Et Samuel Doe, voyant d'un mauvais œil cette équipe d'experts, il va alors les virer du Libéria. Dès cet instant, des
tensions apparaissent entre le gouvernement américain et le gouvernement libérien. D'ailleurs, Samuel Doe va commencer à abuser de son pouvoir, il va commencer à fermer, à empêcher que les avions américains utilisent l'aéroport de Monrovia, pardon. Il va aussi refuser que les Américains utilisent le port de Monrovia. Bref, il va commencer à mettre des bâtons dans les roues aux Américains. Alors, je ne sais pas pourquoi il agissait ainsi. Peut-être qu'il faisait ça, je pense, c'est mon interprétation. Il faisait ça pour faire pression aux Américains pour qu'ils puissent soutenir son régime. En gros, du style, si vous ne m'aidez pas, alors vous n'utiliserez plus mon port et mon aéroport gratuitement comme vous le faisiez. En gros, c'est ça, c'est mon interprétation. Dites-le moi dans les commentaires. Mais le souci, c'est que George Bush père, le président américain, il voit cela d'un très mauvais œil. Et Samuel Doe a sans doute oublié une chose. Il est très dangereux de défier les États-Unis d'Amérique. Surtout pour des questions géostratégiques. Dès cet instant, le gouvernement américain va décider de rompre ses relations avec le gouvernement de Samuel Doe. Ils vont lui mettre des sanctions, ils vont lui retirer toutes les aides militaires et économiques. D'ailleurs, les Israéliens vont faire la même chose. Bref, le régime du président libérien est isolé. Lui qui était soutenu par des puissances importantes, il se retrouve seul. Et le fait de se retrouver seul, cela va considérablement fragiliser son régime qui tenait que sur des brindilles. En fait, le soutien des puissances étrangères lui permettait de vivre, mais sans cela, il est fragilisé. Et au même moment, les ennemis du président Samuel Doe, qui étaient cachés dans l'ombre, vont décider de réapparaître, de profiter de cette fragilisation. Et parmi ces ennemis de Samuel Doe qui vont décider d'attaquer à ce moment-là, il y a un homme, Monsieur Charles Taylor. Charles Taylor, c'est qui ? Charles Taylor est un ancien membre du gouvernement libérien. Quand Samuel Doe a pris le pouvoir en 1980, il va nommer Charles Taylor ministre de l'achat au gouvernement. En gros, son objectif était d'acheter les produits, les matières premières que le gouvernement libérien souhaitait. Mais 3 ans plus tard, en 1983, Charles Taylor sera accusé d'avoir détourné 900 millions de dollars. Donc déjà, être accusé de détournement de fonds dans une dictature, ce n'est jamais très bon pour soi. Mais aussi que Charles Taylor représente tout ce que le gouvernement de Doe déteste, parce que Charles Taylor, il est certes un autochtone, mais il a quand même des origines d'américano-libériens. Déjà, le fait qu'il soit un peu un américano, ça ne plaît pas aux nouvelles autorités du pays, qui sont majoritairement des autochtones, comme je l'ai dit. Charles Taylor a étudié aux States, aux États-Unis, et ça ne plaît pas. D'ailleurs, des rumeurs diraient même que Charles Taylor aurait été pistonné pour avoir son poste de ministre d'achat au gouvernement. Donc clairement, au niveau du profil, il ne plaisait pas. Et de plus, Charles Taylor est très proche. C'est un ami de Thomas Kiwampa, le fameux militaire qui va tenter de renverser Samuel Doe en 1985. Dès cet instant, Charles Taylor va fuir parce que bien entendu, il a peur pour sa vie. Il va aller aux États-Unis. Thomas Kiwampa va d'ailleurs le rejoindre. Et aux États-Unis, Samuel Doe va alors lancer un mandat d'arrêt international contre lui. Charles Taylor sera alors arrêté, il sera alors mis dans une prison au Massachusetts et il va s'évader d'une prison américaine. Rien que ça, on voit que le gars n'est pas très commode. Non, je vous ai menti. En fait, il a été libéré grâce au soutien de la CIA. Car, selon cette théorie, le gouvernement américain, voyant que Samuel Doe n'était pas très... En tout cas, il avait du mal à diriger. Il pensait que le président Doe serait un jour renversé. Du coup, ils ont eu comme carte joker Charles Taylor, si vous voyez ce que je veux dire. N'hésitez pas à redire dans les commentaires si cette théorie est vraie ou fausse. Voilà. En tout cas, Charles Taylor est libre. Il va aller en Afrique. Il va alors créer un mouvement d'opposition, le NPFL, National Patriotic Front of Liberia. Et il va alors recevoir le soutien de 4 pays. La Libye de Muammar Kadhafi, le Burkina Faso de Blaise Compaoré et la Côte d'Ivoire de Félix Houphouët-Boigny, mais aussi surtout de la France de François Mitterrand. Et là vous allez me dire, mais pourquoi la France, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et la Libye soutiennent Charles Taylor ? Pour plusieurs raisons. On va commencer pour la Libye. En Libye, Muammar Kadhafi est à l'époque président libyen. Et ce président-là
il déteste Samuel Doe parce que Kadhafi, à cette époque, il a une politique anti-américaine. Il s'oppose notamment aux États-Unis pour plusieurs raisons. Et Kadhafi voit Samuel Doe comme une marionnette des Américains. Premier point. Et quand Samuel Doe arrive au pouvoir, il va fermer l'ambassade de la Libye. Et ça, Kadhafi, le fait que Samuel Doe, le président libérien, ferme son ambassade, il a vu ça d'un très mauvais œil. Clairement, il l'a vu comme une insulte personnelle. Voilà, ce sont les raisons principales. Dès cet instant, Kadhafi va alors apporter du soutien à Charles Taylor. Il va lui vendre des armes et une formation militaire. D'ailleurs, en Libye, Charles Taylor va faire la connaissance d'un autre homme, Follé Sonko. Follé Sonko est un opposant sierra-léonais et ce dernier, lui aussi, souhaite prendre le pouvoir en Sierra Leone. D'ailleurs, chez Kadhafi, en Libye, Follé Sonko va créer un mouvement, le ROUF, le Front Révolutionnaire Uni, et il va faire une alliance avec Charles Taylor, le président du NPFL. Charles Taylor va recevoir le soutien de la Côte d'Ivoire du président ivoirien. Parce que le président ivoirien, Houphouët-Boigny, déteste aussi Samuel Doe, mais pour des raisons personnelles. Parce que quand Samuel Doe a pris le pouvoir, il a tué William Tolbert et son fils. Or, William Tolbert était le meilleur ami du président ivoirien. D'ailleurs, le fils de William Tolbert, Adolphus Tolbert, qui a été projeté d'un avion là, il était marié à la filleule du président ivoirien. Du coup, Samuel Doe, en tuant William Tolbert et son fils, ils ont tué le meilleur ami et le gendre du président ivoirien. Et ça, Houphouët-Boigny l'a, en tout cas, il l'a vu d'un très mauvais œil, ce qui est quand même normal. Ça, c'est pour le premier point. Mais il y a aussi autre chose, parce que le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, s'ils soutiennent Charles Taylor, c'est aussi parce que ils sont très proches de la France. Et la France souhaite soutenir Charles Taylor parce que Charles Taylor va permettre à la France d'exploiter les ressources minières du Libéria. Le Libéria est un pays très riche en diamants, en or, et surtout il y a des points stratégiques comme l'aéroport de Monrovia et le port de Monrovia. Et ça, la France souhaiterait accroître son influence au Libéria, un pays africain traditionnellement sous influence américaine. Ni plus ni moins. Du coup, la France va alors demander à ses deux alliés africains, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, de soutenir Charles Taylor. Du coup, le fait que le Burkina et la Côte d'Ivoire soutiennent Taylor, c'est aussi parce que la France leur a demandé de le faire. D'ailleurs, la France va vendre des armes à Charles Taylor, mais elle va les vendre de façon indirecte. Les armes françaises vont aller au Burkina et en Côte d'Ivoire, et depuis ces deux pays, ils vont alors très vite aller dans les mains de Charles Taylor. D'ailleurs, Blaise Compaoré, le président du Burkina Faso, soutient Charles Taylor parce que, en 87, Blaise Compaoré a fait un coup d'État et a assassiné le président Thomas Sankara, son propre meilleur ami. Et des rumeurs diraient que Charles Taylor et ses miliciens auraient aidé Compaoré à prendre le pouvoir. En tout cas, je ne sais pas si c'est vrai ou faux, mais en tout cas, des rumeurs le disent. Et Blaise Compaoré, pour rendre l'appareil, va soutenir Charles Taylor et aussi il va le soutenir parce que la France lui a demandé de le faire. Voilà un petit peu. Dès cet instant, Charles Taylor a une milice, il a les armes, il a les hommes, il a des pays qui le soutiennent. Bref, il est prêt à en découdre avec Samuel Doe. Ça, c'est vraiment Charles Taylor. Le deuxième ennemi de Samuel Doe est Monsieur Prince Johnson. Prince Yomi Johnson était un militaire durant le règne de Samuel Doe et il va finir par quitter le gouvernement parce que il critique la corruption, la malgouvernance. Mais Prince Johnson est aussi proche de Thomas Kiwampa. D'ailleurs, ce sont tous les deux des amis. Du coup, durant le coup d'État de 1985, Prince Johnson va alors soutenir de façon indirecte le coup d'État. Mais comme vous le savez, ce sera un échec. Kiwampa sera assassiné et avec cet assassinat, Prince Johnson va avoir une envie de vengeance parce que Thomas Kiwampa c'était quand même son pote. Dès cet instant, Prince Johnson va alors aller en Libye, il va rencontrer Charles Taylor et ils vont ensemble créer le NPFL. Mais très rapidement, des tensions vont apparaître entre les deux et Prince Johnson va alors quitter le NPFL et il va créer son propre mouvement, le NPFL indépendant, qui est beaucoup moins bien armé, beaucoup moins bien structuré. Par contre, Prince Johnson est quelqu'un de subtil, de très perfide et surtout de très malin et de très cruel.
Et ça, vous allez le voir dans la suite de la vidéo. Et c'est ainsi qu'en 1989, les forces de Charles Taylor et de Johnson, soutenues par la Côte d'Ivoire et les autres pays là, vont lancer une offensive. C'est le début de la première guerre civile libérienne. Ce qui est certain, par contre, c'est que Taylor, nullement découragé par cet échec, continue à comploter et il se trouve des alliés. Qui D'abord, Blaise Compaoré, le président du Burkina Faso, qui l'accueille chez lui et lui permet de créer un mouvement libérien d'opposition, le Front National Patriotique du Libéria, le NPFL en anglais. Mais c'est plus intéressant, Taylor reçoit aussi l'aide du président ivoirien. Houphouët-Boigny? Oui, Houphouët a de bonnes raisons d'en vouloir à Samuel Doe, des raisons personnelles. L'ancien président libérien Tolbert, massacré par les hommes de Doe, était en effet un parent par alliance du vieux chef ivoirien. Enfin, il y a quand même plus important. Houphouët-Boigny, nous en avons parlé il n'y a pas si longtemps, était traditionnellement l'homme de la France en Afrique de l'Ouest. Ce qu'on a appelé la France-Afrique. Et oui, on y revient toujours. Ça signifie que Houphouët-Boigny ne peut pas avoir pris la décision de soutenir Taylor sans avoir reçu un feu vert de Paris. Alors, la France a donc indirectement pris le parti de Taylor. Pourtant, le Libéria, pays anglophone, ne fait pas partie du précaré français en Afrique. C'est vrai, mais le Nigeria non plus. Ça ne nous a pas empêché d'encourager la sécession biafraise. Et certains ont vu dans le soutien que nous avons apporté à Taylor une sorte de revanche. Mais une revanche sur qui, là? Les intérêts anglo-saxons. Les ressources naturelles du Libéria étaient très convoitées, inutile de le répéter. Puis il y avait toutes les facilités qu'offrait le port franc de Monrovia. Mais ce que vous dites est très grave, parce que ça signifie que la France a aussi une part de responsabilité dans le drame qui va suivre. Et c'est pourtant la vérité. Alors poursuivons. C'est à la fin de l'année 1989 que Taylor se décide à agir avec le soutien logistique du chef d'état-major de l'armée ivoirienne, le général Gay. Ouais, le futur putschiste. Lui-même, Ouais. et sur ordre direct de Houphouët-Boigny. À la tête de 200 hommes, Taylor prend pied dans une région montagneuse proche de la frontière ivoirienne. Ouais. Et la guerre civile commence. Et on a très vite une idée de ce qu'elle va être. Et franchement, dans cette guerre civile, les deux côtés, c'est-à-dire l'armée gouvernementale et les rebelles, vont commettre des massacres. Des massacres de masse seront enregistrés. Et Charles Taylor vont prendre l'avantage parce qu'ils sont vus par les populations libériennes comme des libérateurs du régime dictatorial de Samuel Doe, même si ces derniers commettent aussi des atrocités. Mais bon, d'ailleurs, cette guerre va devenir une guerre interethnique parce que les crânes, l'ethnie de Samuel Doe, va le soutenir. Les Mandingues, un autre peuple, favorisé par le régime libérien, va soutenir le président libérien. De l'autre côté, les Djo et les Mano, ces populations qui ont été massacrées et marginalisées, vont apporter du soutien à Charles Taylor et à Johnson. Très rapidement, la guerre civile, qui était une guerre politique, le gouvernement et les rebelles, va devenir une guerre ethnique. Et les combats sont tellement violents qu'il y a des milliers de morts. D'ailleurs, dans la capitale Monrovia, 600 personnes vont se cacher dans une église. Et les troupes de Samuel Doe vont rentrer dans cette église et ils vont massacrer les gens qui étaient dedans. Femmes, enfants et vieux, terminé. Très rapidement, les groupes rebelles vont prendre du terrain et ils vont arriver aux portes de la capitale Monrovia. Samuel Doe résiste avec un dernier carré de fidèles et les combats continuent. À ce moment-là, la CEDEAO, la communauté des États économiques des États de l'Afrique de l'Ouest, vont décider d'intervenir et ils vont envoyer une force d'interposition, les Comog. Cette force d'interposition va alors venir au Libéria et elles vont se mettre entre les belligérants. Ils vont faire un peu un cordon de sécurité entre d'un côté les groupes rebelles et les troupes gouvernementales. Alors on pourrait se dire, ok, cette force d'interposition vient pour des raisons de paix. Mais en réalité, si la CEDEAO et les Comog est intervenue, c'est pour d'autres raisons. Parce que je vous ai dit que Charles Taylor était soutenu par la France, qui souhaitait accroître son influence dans un pays traditionnellement sous domination anglaise. Justement, des pays africains anglophones, le Nigeria et le Ghana, ont vu d'un mauvais œil cette guerre parce que ils ont vu que derrière les rebelles, il y avait la France qui était derrière. D'ailleurs, les Américains et les Britanniques voyaient d'un mauvais œil cette guerre parce qu'ils savaient que Charles Taylor n'était qu'une marionnette. Derrière eux, il y avait la France. Et les Américains ne veulent absolument pas perdre leur influence au Libéria, qu'ils considèrent comme étant leur chasse gardée. Du coup, les puissances anglo-saxonnes
vont demander au Nigeria et au Ghana d'intervenir. D'ailleurs, au niveau de la force d'interposition envoyée par la CEDEAO, cette organisation économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la majorité des soldats sont des soldats nigérians et ghanéens. Comme par hasard. Bien entendu, ce n'est pas un hasard. Et on pourrait se dire que, cette situation, il y aura une stabilisation. Vu que les belligérants ne bougent plus, tout va bien. En réalité, pas vraiment, parce qu'il y aura deux événements. Premièrement, il y aura alors des conflits opposant Prince Johnson et Charles Taylor. Il y aura alors une guerre entre ces deux groupes rebelles, le NPFL et le NPFL indépendant, INPFL. Mais il y aura aussi un autre événement, car le 9 septembre 1990, on apprend à la télévision l'assassinat du président Samuel Doe, tué par les troupes de Prince Johnson. Et on pourrait se dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? On va parler de ça dans la fin de cette vidéo, dans le dernier chapitre. Il est un peu plus de 13h ce dimanche 9 septembre 1990. Le commando du président libérien résiste depuis 9 mois aux rebelles de Charles Taylor et de Prince Johnson. Ils sont bien entraînés, formés par les Israéliens et bien armés. Et la peur les sert de courage. Tous de la même ethnie que leur président, ayant massacré des Libériens d'autres ethnies, ils savent que leurs adversaires ne leur feront pas de cadeaux. Ils seront tués. Mais ils sont sûrs d'une chose, ils ne laisseront pas le président négocier avec les rebelles. Survient Samuel Doe, qui annonce à sa garde qu'il va sortir. Pour une fois, il n'a pas trop bu. Branle-bas le combat à l'Executive Mansion, le palais présidentiel. Depuis plusieurs mois, le chairman ne sortait plus, et si aujourd'hui il décide de sortir, c'est qu'il se sent lui-même fort, très fort. Le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Défense ainsi que son collègue qui assure l'intérim du ministère de l'Information sont immédiatement convoqués. Direction le port, annoncé de très loin par des sirènes hurlantes. Le convoi présidentiel s'arrête quelques minutes plus tard devant un bâtiment de 2 étages. C'est là, en plein cœur de la zone portuaire de Monrovia, que les Comog, la force d'interposition envoyée au Libéria par la CEDEAO, la Communauté des États économiques de l'Afrique de l'Ouest, a établi son quartier général. Samuel Canyon Doe descend de sa voiture blindée et monte directement au premier étage vers le bureau du général de l'ECOMOG, Arnold Keyno, alors commandant en chef de l'ECOMOG. Visiblement, il n'était pas attendu. Aucune mesure de sécurité particulière n'a été prise, et le général travaille tranquillement dans son bureau. Dans la cour vague, tout aussi tranquillement, des soldats gambiens, nigérians et ghanéens, tous étonnés de voir débarquer dans leur quartier un chef d'État censé être reclus dans son bunker. Samuel Doe, 2 de ses ministres et des éléments de la garde présidentielle gravissent les escaliers. Un groupe de journalistes de la radio-télévision libérienne, convoqués au dernier moment, les rejoindra avec 10 minutes de retard. En tout, les loyalistes sont une centaine à envahir l'état-major de l'ECOMOG. Une journaliste britannique de la BBC, Elizabeth Blunt, venue pour rencontrer des officiers de l'ECOMOG, assiste à toute la scène du rez-de-chaussée. Elle n'est pas expulsée des lieux. Personne ne l'empêche de regarder. Elle nous raconte. Quelques minutes après que Doe et son groupe sont montés, j'ai vu arriver un autre convoi. Cette fois, c'est Prince Johnson, l'un des 2 chefs rebelles accompagné d'hommes armés jusqu'aux dents. Reconnaissables à leur bandeau au ruban rouge. Ils descendent de leurs véhicules, des bus réquisitionnés, des voitures particulièrement saisies, des Toyota tout-terrain. Très vite, la querelle éclate entre les 2 groupes. Johnson veut monter voir le général Keyno, mais des officiers de l'ECOMOG l'en dissuadent. Il semble très nerveux. Ces hommes interpellent ceux de Doe. J'entends les cliquetis d'armes. Un des officiers gambiens de l'ECOMOG me pousse dans un bureau du rez-de-chaussée et me dit de me mettre à plat ventre. Quelques instants plus tard, Prince Johnson entre dans la pièce où s'est réfugié notre consoeur. Il est de plus en plus excité. L'officier gambien de l'ECOMOG, pour lui calmer, lui tend une canette de bière qu'il repousse brutalement en criant « Je m'en fous !» Et il va à la fenêtre et crie à ses hommes « Ouvrez le feu !» Et c'est le massacre. Fusils mitrailleurs, roquettes et même armes antiaériennes. Il est 13h30 ou 13h45. Au premier étage, le général Keyno essaie de s'interposer et crie « Cessez le feu !»
mais personne ne l'entend. Ces officiers dans la cour tentent également de calmer les protagonistes, mais rien n'y fait. Les tirs continuent de plus belle. Les éléments de l'Ecomog assistent impuissants à cette tuerie. Que pouvons-nous faire ? Dira plus tard un des officiers de l'Ecomog. Nous ne pouvons pas tirer sur Johnson, ce n'est pas notre rôle. Alors tirer sur Doe, ça aurait été encore pire. L'Ecomog a néanmoins sauvé la vie des 2 ministres de Samuel Doe et ainsi que des journalistes. Au bout de 90 minutes environ, les tirs semblent cesser. On comptera 78 cadavres, essentiellement des fidèles du chef de l'État. Et Prince Johnson crie à ses hommes « Cette fois-ci, nous allons le prendre ». Johnson vont alors capturer Samuel Doe dans le bureau du commandant en chef de l'Ecomog qui n'a rien pu faire. Et ensuite, la suite on la connaît, Samuel Doe sera capturé, puis torturé, puis éliminé par Prince Johnson et ses soldats. Enfin, on peut dire qu'il y a quelque chose de louche dans cette histoire. Et 2 théories vont alors apparaître. Il faut savoir que je vous ai dit que le Nigeria et le Ghana soutenaient cette force d'interposition et que, à ce moment-là, leur objectif était d'empêcher que Charles Taylor ne prenne la capitale parce que Charles Taylor est soutenu par la France, je vous l'ai dit. Des rumeurs diraient que le président du Nigeria et le président du Ghana, qui eux-mêmes sont soutenus par les Américains et les puissances anglo-saxonnes, ils auraient proposé à Samuel Doe de faire la paix avec Prince Johnson parce que Prince Johnson, maintenant, il s'est détaché de Charles Taylor, il est même opposé à Charles Taylor. D'ailleurs, la force d'interposition ouest-africaine va même nouer des contacts avec Prince Johnson pour pouvoir attaquer ensemble les troupes de Charles Taylor parce qu'ils ont le même ennemi. D'ailleurs, Johnson va même se rapprocher du Nigeria, en se rapprochant notamment des soldats de l'Ecomog, mais il va aussi se rapprocher, en tout cas des rumeurs diraient qu'il se serait rapproché des Américains. Dès cet instant, Prince Johnson, qui était auparavant très proche de la France, se rapproche des Anglo-Saxons, se rapproche du Nigeria. Or, Johnson est dans le même camp que Samuel Doe, et ils ont le même ennemi, Charles Taylor. Du coup, l'Ecomog, le Nigeria, le Ghana et d'autres entités vont alors proposer à Prince Johnson et à Samuel Doe de faire la paix, de signer un traité de paix pour combattre leur ennemi commun, Charles Taylor. Les 2 acceptent et c'est ainsi que le 9 septembre 1990, Samuel Doe va alors quitter son palais aux environs de 13 heures et accompagné de 80 soldats, des bodyguards, il va aller à la base de l'Ecomog. Il va alors rentrer dans la base en attendant que Prince Johnson arrive. Johnson arrive avec ses soldats, une centaine de personnes, et on peut dire que l'atmosphère est détendue, il y a des accolades entre les soldats de Samuel Doe et Prince Johnson. Et comment je sais tout ça ? Je sais tout ça parce qu'il y a une vidéo qui le montre. D'ailleurs, il y a un jeune homme qui va parler de cette théorie. Alors, je ne sais pas si ce jeune homme était un soldat de l'Ecomog, mais en tout cas, il a l'air de savoir beaucoup de choses. Je vous montre la vidéo. Charles Taylor and Prince Johnson disparted. I stay with Prince Johnson. Prince Johnson is true. Prince Johnson was not having a lot of men. He was not even having weapons. Charles Taylor was the one having all these weapons. Johnson was using a rifle, because he was not having enough machine guns. But later on, Johnson was having all the guns. I guess the U.S. gave Johnson the weapons. Commandos, he was dressed in a camouflage for very new boots. Prince Johnson, he was a fascinating individual. Field Marshal Prince Johnson is now going to the military barracks to meet with Doe for peace, to stop the war like he said he was going to do. Okay, now they're doing the introduction, shaking hands. We are with Doe military people. This is like a setup. This is like a setup. He's trying to tell that he don't want no more war, that he only want to, make peace with Doe, so that he and Doe will fight against Taylor. La réunion commence. Et on peut dire que la réunion se passe bien, c'est même chaleureux. Samuel Doe va faire des promesses. Il promet à Johnson qu'il n'attaquera pas. Prince Johnson va dire qu'il est très content de voir le président libérien et de signer un traité de paix avec lui. Tout va bien. Ils se font même des câlins. Bref, tout est magnifique.
Okay, sir. Wait. Okay. Peace. Victory. That happened to be here. Yeah. How are you, sir? When the president comes, I always talk. Look. Everybody else here more than happy. We say the occasion is open. You are welcome at Brigade Headquarters. In your hand, you are secure. Be free. Be free. It's your own home. Thank you very much. Mr. President, members of the defense staff, top military brass, members of the freedom fighters, I'm very happy to be here in this office to meet the President of Liberia so that we can together talk. That's a big setup. Now, the president of Liberia, President Doe, agreed to the peace making, but to my belief, there was going to be no peace. It is not too late to make peace. And one thing I want to tell you, I want to be sincere. I put my signature on the paper to you. If anything happens to you, I'm responsible. The outside world will hold me responsible. So do not be afraid. Johnson always tell me that guards would kill Doe. Responsible. If anything happens to you, the outside world will hold me responsible. So don't be afraid. Frank Johnson is trying to get Doe out of the barrack to go to the free port so that Doe will be captured. Dans cette salle, on a trois protagonistes. Arnold Keyno, le général de l'ECOMOG, Samuel Doe et Prince Johnson. Parmi ces trois-là, il y en a un, au moins une personne, qui connaît la suite tragique de cette journée. Prince Johnson sort, et dès qu'il sort, il va ordonner à ses hommes d'attaquer. Ces hommes vont attaquer les troupes de Samuel Doe, et les 80 soldats seront éliminés. Johnson va dire à ses soldats, montez, allez le choper. Et d'ailleurs, Samuel Doe va alors entendre les coups de feu, il va dire à Arnold Keyno, le général, mon général, qu'est-ce qui se passe? Mais Arnold Keyno va dire à Samuel Doe, t'inquiète pas, il n'y a aucun problème. Curieux. Lui, le général de l'ECOMOG va sortir de la salle, il va descendre, et un homme va revenir dans la salle, et cet homme, c'est Prince Johnson, accompagné de ses soldats. Il va alors ordonner la capture de Samuel Doe. Et Samuel Doe était choqué. Il dira à Prince Johnson, « Mais on était venu pour signer un traité de paix. Qu'est-ce que tu fais ?» Ce dernier sera capturé tel un animal. Il sera mis dans un fourgon. Et puis, voilà. Le président Doe, il est derrière. Il y a même coach. Doe a même coach. Cassie Doe! Cassie Doe! Cassie Doe! Ladies and gentlemen, I tell you, we arrested Doe in a very cool and intelligent manner as commando. I was there when they captured Doe. They arrested him, Well, what did he say then? He was saying that, I thought we came for peace. We need peace. And he's saying to Joman, one of the headmen for Prince Johnson, he said, yeah, Joman, you remember when I took you off from jail? And he was saying some sorry thing, so that they can let him go. But at that time, it was too late. All his men was disarmed, and Prince Johnson man was in control. Voilà un petit peu la première théorie. La deuxième théorie n'est pas aussi différente de la première, mais il y a des éléments supplémentaires. Des rumeurs diraient qu'en réalité, l'assassinat de Samuel Doe était un complot international. Parce que, je vous l'ai dit, que les relations entre les Américains et Samuel Doe s'étaient dégradées. Premier point.
Deuxièmement, les Américains n'aiment pas quand un chef d'État les défie. Surtout que Samuel Doe avait des secrets bien gardés, qui pourraient être compromettants pour les Américains. Les Américains n'ont jamais pardonné au président libérien de n'avoir pas remboursé sa dette. D'ailleurs, les Américains avaient même demandé à Samuel Doe de quitter le pays, de faire des actions pour en gros stabiliser la situation dans cette guerre civile-là. Mais Samuel Doe aurait refusé, il se serait entêté à ne pas faire de traité de paix avec Charles Taylor, il se serait entêté à rester au pouvoir, malgré vents et marées. Et dans l'histoire, dirigeants qui se sont opposés aux Américains et qui n'ont pas accepté leurs recommandations, leur futur, ou je veux dire leurs conséquences, le cercueil. D'ailleurs, Ibrahim Babangida, le président du Nigeria, était très proche de la CIA. Chris Johnson, comme je vous l'ai dit, avait des contacts avec les Américains. Du coup, est-ce que le gouvernement nigérian, les Américains, les forces africaines de paix, d'interposition, n'auraient-elles pas été passifs, voire même actifs dans l'élimination du président Doe? Peut-être. C'est une théorie, le complot international. Dites-le moi dans les commentaires quel complot ou quelle théorie appréciez-vous, laquelle est la plus cohérente, et surtout si vous avez d'autres théories, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires avec les documents. Samuel Doe est alors capturé, on va l'attacher, le ligoter tel un animal, et un des soldats de Johnson va même casser ses deux jambes et il sera mis dans un pick-up. Ensuite, le convoi de Johnson va aller à la base de Prince Johnson et ils vont alors déshabiller le président libérien, le faire s'asseoir alors que ses deux jambes sont carrément déchiquetées. Et à ce moment-là, Johnson va demander au président de donner toutes ces informations, les comptes bancaires, etc. Samuel Doe va refuser. Et finalement, la torture commence. Prince Johnson est là, assis, il est tout excité, il est en train de rire. On a les soldats de Johnson qui sont là en train de rigoler. Et t'as un des soldats qui va prendre une couteau ou une machette et qui va couper les deux oreilles du président. Il y en a un qui va écraser les parties génitales du président. Il y en a un autre qui va marcher sur les jambes ensanglantées du président Samuel Doe. Il y en a un autre qui va donner un coup de poing sur l'œil du président. Il y en a un autre qui va mettre de l'eau sur le président pour lui faire plus mal. Et Samuel Doe, quant à lui, hurle, il suffoque. Bien entendu, il souffre énormément et la torture va durer très longtemps. Le tout filmé, montré à la nation. Prince Johnson est là, assis comme s'il regardait un film d'horreur normal. Il est en train de boire des bières, le gars est complètement saoul. Et Samuel Doe va décider de cracher le morceau, il va révéler ses comptes bancaires, ses protégés. Mais la torture va continuer et après, Samuel Doe sera abattu d'une balle dans la tête. Et en fait, sur la mort du président, il y a deux hypothèses. La première est qu'il se serait fait tuer à la fin, du coup un des soldats a pris un pistolet pour l'éliminer. Mais une autre théorie, beaucoup plus horrible, est apparue. En fait, Prince Johnson a affirmé qu'il n'a pas tué le président libérien, mais qu'en réalité, il l'a mis dans un endroit et il lui a dit en gros, on va te laisser là pour que tu souffres le plus. Et si Prince Johnson a fait ça, il a avoué que s'il a fait ça, c'est parce que il voulait un peu, en tout cas c'est ce qu'il a dit, il voulait venger toutes les personnes, toutes les victimes du président Samuel Doe. Samuel Doe, dans la deuxième théorie où il aurait été laissé comme ça agonisant, le président libérien aurait décidé de se suicider, il se serait en gros tapé par terre sur le mur parce qu'il souffrait énormément. Je veux dire, imaginez
dans son état, vous comprenez. Et finalement, il aurait connu une hémorragie interne et il serait mort de ça. Prince Johnson est bien entendu furieux parce qu'il voulait encore le faire souffrir, l'humilier. Et finalement, le 10 septembre 1990, le corps ensanglanté du président libérien est alors entreposé sur une brouette dans la capitale Monrovia. On y trouve le corps comme ça. Il sera alors montré aux yeux du monde entier. Il y aura même des journalistes qui vont faire des photos. Et si Johnson a décidé de faire ça, c'était pour montrer que Samuel Doe, le grand dictateur, est mort. D'ailleurs, son corps va disparaître et il ne sera plus retrouvable. Et des rumeurs diraient que son corps aurait été... miam miam. Grâce à ses guerriers de fortune, qui sont généralement drogués, Taylor se rend maître de la moitié orientale du pays, et ses troupes d'enfants soldats atteignent les faubourgs de la capitale. Et au fur et à mesure de leur avancée, ils massacrent les civils et se livrent à un pillage systématique. C'est l'essentiel pour Taylor, le butin. Il veut s'enrichir, quoi. Et aussi pour acheter des armes. Mais ça donne des idées à d'autres rebelles, d'autres seigneurs de la guerre. Chacun veut sa part, et en particulier un lieutenant de Taylor fait sécession. Il s'appelle Prince Johnson et il n'est pas moins cruel que son ancien chef, vous allez le voir. Et la communauté internationale, elle laisse faire ? Non, ce sont d'abord les États-Unis qui réagissent après le massacre de plusieurs centaines de personnes dans une église proche de Monrovia. Washington envoie des troupes. Washington qui est, il faut le rappeler, le protecteur naturel du Libéria. Et qui possède des intérêts considérables. Mais la situation est tellement chaotique que les GIs états-uniens se contentent d'organiser le rapatriement de leurs concitoyens encore présents dans le pays. Et ils repartent. Toutefois, les États-Unis ne sont pas les seuls à s'inquiéter. Les puissances anglophones de la région, Nigeria et Ghana, réagissent à leur tour. Oui, parce qu'elles voient derrière l'offensive de Taylor une manœuvre ivoirienne et donc française. Certainement. Elles ne sont pas mues par des raisons humanitaires, même si elles prétendent le contraire. Toujours là, les richesses naturelles du Libéria. Bien sûr. En tout cas, ces deux pays obtiennent d'une organisation économique qui regroupe la plupart des pays d'Afrique de l'Ouest l'envoi au Libéria d'une force d'interposition, composée comme par hasard, essentiellement de soldats nigérians et ghanéens. Une force partisane. Ça me paraît évident. Mais est-elle au moins efficace ? L'ECOMOG, tel est son acronyme, arrive à geler la situation. Et ce faisant, en contrôlant Monrovia, elle prive Taylor de sa victoire. Parce qu'il aurait gagné, conquis la capitale. Oui, Monrovia était sur le point de tomber. Alors, le président Doe, que devient-il, lui ? Il est provisoirement sauvé par le débarquement de l'ECOMOG. Mais ça ne va pas durer. Prince Johnson, le rival de Taylor, parvient, malgré la présence de l'ECOMOG, à s'infiltrer dans la capitale. Ces hommes s'emparent de Samuel Doe et le torturent à mort. Une scène horrible qu'ils prennent soin de filmer. Décidément, ça serait trop facile de mettre l'accent sur la sauvagerie de ces Africains, car ce serait oublier nos propres responsabilités. Alors, on aurait pu penser que la mort de Doe amènerait la paix, mais en réalité, pas du tout, parce que la guerre civile va alors continuer. Charles Taylor, qui est furieux de la mort de Doe parce qu'il considère que Prince Johnson lui a volé sa victoire, il va lancer des offensives militaires contre les troupes de Johnson, et Johnson sera alors sauvé grâce au soutien des forces d'interposition de l'ECOMOG, dont il va faire une alliance. Comme par hasard, la guerre civile au Libéria va continuer, il y aura des milliers de morts, mais je vais m'arrêter à là. Voici l'histoire de Samuel Doe, un président qui est arrivé au pouvoir par la terreur, qui a régné par la terreur et qui est mort dans la terreur. Est-ce le karma ? Dites-le moi dans les commentaires s'il méritait, oui ou non, ce sort. Voici la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager. Et on se reverra une autre fois. Bonne journée ou bonne soirée et prenez soin de vos familles. Petite leçon de cette histoire, ne jamais faire de mal à quelqu'un, car un jour ou l'autre, vous le payerez.